Alors, on va tout de suite passer au deuxième grand axe et on va y rester un peu plus longuement sur les stratégies de complémentarité et de solidarité territoriale. On va parler d'armature urbaine, à la fois en termes de mobilité, en termes de développement résidentiel, en termes de développement commercial et d'équipement. 5 grands objectifs qui structurent cet axe. Alors, il y a la question des rythmes de développement par secteur géographique, entre pôles et périphéries, pour justement définir les conditions d'équilibre. Il y a la notion d'armature multimodale pour la desserte du territoire, la question de la diversité de l'habitat, l'armature commerciale, l'offre commerciale, un chapitre extrêmement important dans les SCOT, et l'armature économique. Alors pour commencer par ce qu'on appelle dans le SCOT l'armature territoriale, cette carte qui montre différentes choses. Alors elle montre d'abord évidemment les 2 grandes villes centres qu'on appelle les grands pôles urbains de Poitiers et Châtellerault, avec une sorte de tache rouge qui les entoure, qui signifie ce qu'on appelle les espaces urbains agglomérés, donc les communes périurbaines directement collées dans une sorte de continuité urbaine à ces pôles-là, où il faut réfléchir les choses ensemble, bien sûr, donc qui se traduit notamment dans les PLUI. On a ensuite ce qu'on appelle la couronne périurbaine, donc cette vaste tache orange qui, elle, est structurée par de nombreuses communes de taille relativement importante. Donc, alors on a appliqué pour définir cette zone, ce périmètre, le seuil d'environ 1500 habitants. C'est des communes qui, si elles se développent, par leur masse critique, ont aussi le potentiel d'étoffer l'offre de services et de commerce. En dessous, c'est compliqué. En dessous, même si les communes sont dans une croissance avec des taux de développement importants, pour les petites communes, le défi, l'enjeu est souvent de maintenir tout simplement un commerce qui existe. Au-dessus de ce seuil-là, à un moment donné, on peut espérer que aussi donc l'offre s'enrichit par le développement. On a aussi dans cette zone orange la proximité des principaux pôles d'emploi, Châtellerault, Poitiers et Futuroscope évidemment, et donc cette facilité d'accès. Donc, pourquoi cette zone-là qui profite déjà dans le passé d'un rythme de développement conséquent, faut le garder, mais de maîtriser de sorte que ça ne soit pas au détriment du développement des villes-centres. Les villes-centres, autant Poitiers que Châtellerault, dans le passé, ont connu une période maigre, avec un très faible taux de développement. Et donc, l'enjeu là du SCOT, c'est de redonner du poids aux villes-centres, mais tout en maintenant un rythme, on va dire, quand même significatif, sans cette couronne périurbaine qui est stratégique. Ensuite, dans les jaunes, on est sur les espaces qu'on rappelle urbains ou ruraux. Et dans ces zones-là, les communes sont plus petites, exception faite de ce qu'on appelle les pôles d'équilibre. Les pôles d'équilibre, ici sur le territoire du Grand Poitiers, notamment Chauvigny ou encore Lusignan, plus loin, Neuville, Bouillé, etc. Donc, ces zones rurales et urbaines, on est sur de petites communes, et comme je l'ai évoqué, même avec un rythme effréné de développement, on aura toujours beaucoup de mal simplement de se battre pour préserver le commerce. On est loin aussi, finalement, plus loin des emplois, et donc on dit, bien sûr, il faut un développement, il y a une dynamique plus forte dans les zones urbaines que rurales, mais on ne veut pas que là, le rythme soit quelque part plus fort qu'ailleurs, simplement pour maîtriser toutes les incidences que ça a pour l'organisation, notamment sur la dépendance automobile, parce que finalement, on est sur des territoires où les services, comme je l'ai évoqué, sont plus rares. Donc, ce schéma-là, pourquoi dans une grande logique, alors d'une, de préserver un rythme de développement qui est celui d'un territoire dynamique, on a une moyenne de taux de croissance annuel comme hypothèse de 0,8% en moyenne annuelle. On était à 0,7 dans le passé, les estimations de l'INSEE sont aussi dans ces eaux-là. Donc plutôt dans une continuité. L'enjeu par contre est d'éviter la fracture entre le Nord et le Sud. Le Nord qui, avec la crise immobilière économique des années passées, a connu des périodes difficiles. Et donc là, il y a un enjeu d'anticiper, d'accompagner, d'aider la reprise macroéconomique de la partie nord et de continuer de poursuivre l'attractivité dans la partie sud. Donc cela a un enjeu important dans cette notion de rééquilibrage et de conditions d'équilibre du territoire. Donc ensuite, on a donc ces notions de solidarité et complémentarité, on a la notion de la pérennisation et
de l'équilibre de la croissance économique, et on a la structure multipolaire. Tout cela, plus concrètement, se traduit dans le SCOT par la définition, ce qu'on a appelé des objectifs d'équilibre démographique. Et donc, par espace, par type d'espace, on a défini pour des grands secteurs une moyenne de développement, donc qui reflète ce que je viens de dire, que pour les espaces urbains agglomérés, on veut pousser à faire un plus fort, de gagner une plus forte dynamique, maîtriser dans la couronne périurbaine, maîtriser, voire modérer dans l'espace urbain, et dans les espaces ruraux, alors on a affiché un objectif de 0,6%, c'est probablement pas réaliste, probablement trop optimiste. On est sur des territoires où on est sur des taux de croissance faibles, voire très faibles, avoir des territoires parfois en décroissance, et donc là l'objectif du SCOT c'est évidemment simplement de dire voilà, on veut vous accompagner à pouvoir vous renouveler, mais voilà, on n'est pas dans des risques de déséquilibre par rapport au territoire. Alors on a ensuite les pôles, notamment au-delà des deux grands pôles urbains, les 9 pôles urbains d'équilibre que j'ai cités, on a également identifié des pôles touristiques. Le SCOT, il n'a pas défini ce qu'on a appelé des pôles relais, mais il donne une définition et il laisse le choix au PLU de définir un niveau supplémentaire qui peut être structurant pour des équipements à l'échelle intercommunale, par exemple. Alors, si on vient donc sur l'armature des mobilités, on va parler de transport en commun, on va parler de stationnement notamment, pôle d'échange, et on va parler des modes actifs, donc des déplacements à pied et à vélo. Sur les transports en commun, le territoire a la chance d'avoir une offre TER assez structurante, notamment sur un axe nord-sud, qu'il faut évidemment développer, et il a travaillé sur ce qu'on pourrait appeler un réseau complémentaire de bus express qui relie les pôles d'équilibre entre eux et avec les villes-centres. Donc là, sans rentrer dans le détail, le SCOT il définit une sorte de hiérarchie de niveau de desserte, sans rentrer dans les chiffres, mais qualitativement, pour aussi tenir compte des potentiels voyageurs, des pôles d'emploi, sur ce réseau-là. Ça serait évidemment à travailler avec les différentes autorités organisatrices des mobilités. On a sur la question du stationnement des objectifs généraux, je vais dire, notamment sur les pôles échanges multimodaux, un enjeu majeur sur le territoire, mais quand même des grandes parties du territoire très dépendantes de la voiture. On va avoir des objectifs sur la mutualisation notamment des équipements de stationnement pour les grands équipements, que ce soit commercial ou culturel, pour éviter, on va dire, des offres inutilement consommatrices d'espace. On parle des aires de covoiturage, sachant que là, la politique est davantage dans les mains du département. Et enfin, sur les modes actifs, un objectif qui introduit une condition pour l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation. Et cette condition est de disposer de ces nouvelles zones d'urbanisation d'un cheminement sécurisé, confortable pour les piétons dans un rayon d'1 kilomètre jusqu'au bourg, centre, ou pour les vélos jusqu'à 4 km. C'est un moyen pour dire il faut réfléchir 2 fois et il faut arrêter de planter des zones d'urbanisation futures significatives à des endroits, bien qu'on n'est pas loin, où finalement on devient dépendant de la voiture malgré la distance, parce que dans ces distances-là, on est dans des déplacements de 10-15 minutes à pied ou à vélo, et donc pour ceux qui veulent et qui peuvent, évidemment cette alternative elle doit exister. Je vais parler du coup de l'armature commerciale. Sur le commerce, le SCOT, il a, on va dire, par le législateur, une habilitation particulière. Il s'applique non seulement via les PLU, donc le zonage des zones permettant le développement du commerce, mais il va aussi s'appliquer par les autorisations d'exploitation commerciale. C'est-à-dire le législateur a voulu donner au SCOT un rôle régulateur fort pour le développement du commerce sur le territoire. Donc cette armature, elle se définit d'abord par une différenciation de 4 niveaux de polarité qu'on va définir en fonction de la zone d'influence des grands commerces, donc pour les pôles majeurs que sont Poitiers-Châtellerault, mais aussi le pôle commercial autour de Chasseneuil. On est sur des zones d'influence de plus de 50 000 habitants, jusqu'à donc des niveaux de polarité de proximité, où on est plutôt sur donc, une offre destinée à la commune, voire aux communes limitrophes. Ensuite,
cette armature commerciale, elle se décline par notamment un principe qui est celui de différencier pour chaque pôle commercial, qu'il soit de périphérie ou de centralité, un niveau, une fréquence d'achat. Et donc, notamment pour les zones de périphérie, on veut donc dire, notamment les achats courants, donc là où on y va tous les jours pour acheter du pain, donc le petit commerce du quotidien, on ne veut pas l'avoir dans les centralités périphériques, on veut le garder dans les centralités urbaines, anciennes et existantes, traditionnelles. La fréquence d'achat, un moyen pour dire, il y a du commerce où j'y vais très souvent, qui a besoin de proximité, qui a besoin aussi de pouvoir y accéder par d'autres modes qu'uniquement la voiture, et il y a des commerces où on y va très rarement, on a totalement besoin de la voiture parce que c'est de l'occasionnel lourd, c'est des gros meubles, c'est de l'exceptionnel, c'est là où j'y vais uniquement une fois par an, et donc qui peuvent évidemment être beaucoup plus rares, qui sont des surfaces très importantes et qui finalement vont se concentrer sur les polarités majeures. Il y a ensuite une différenciation très importante dans le SCOT entre ce que j'ai nommé les centralités urbaines et les secteurs d'implantation périphérique. On a constaté trop souvent que le développement dans les secteurs de périphérie a contribué à dévitaliser les centralités urbaines. Beaucoup de petits bourgs, de moyens bourgs se battent, et même les villes-centres se battent pour ne pas perdre le petit commerce et les laisser partir, les laisser migrer dans les zones de périphérie, ce qu'on appelle les zones de flux. Là, on se met sur un carrefour et finalement, on capte toutes les voitures, ce qui est intéressant pour les commerçants, mais ce qui est, on va dire, un grand déficit pour les centralités urbaines qui, du coup, perdent l'animation, qui perdent l'attractivité traditionnelle. Et donc, on introduit un seuil de 300 mètres carrés de surface de vente, et on dit, en dessous de ce seuil-là, un commerce, il doit rester dans les centralités urbaines. Il ne peut pas aller dans les centralités périphériques, dans les secteurs d'implantation périphérique. Donc ça, c'est une contribution très importante du SCOT. Il y a un deuxième parti pris très important dans le SCOT, c'est que le diagnostic nous a montré que globalement sur le territoire, l'offre commerciale, elle est saturée. On va dire, si on fait la somme de toute l'offre et on croise ça avec la population présente sur le territoire, on voit que globalement, le besoin est couvert. C'est-à-dire un nouveau commerce qui va s'implanter, un grand commerce, pour avoir sa place, il faut qu'il arrive à faire fermer un autre. Donc on va simplement, en ouvrant des grands périmètres au développement commercial, accentuer la concurrence entre enseignes. Et donc pour éviter que simplement on crée des friches partout, on limite dans le SCOT très fortement les surfaces où on peut développer de nouveaux commerces et donc pour favoriser le renouvellement des pôles existants. C'est donc l'habilitation de ce qu'on appelle le document d'aménagement artisanal et commercial qui définit des règles assez précises pour le SCOT, pour le développement du commerce. On va commencer par cette règle de 300 mètres de surface de vente, mais aussi par la définition de 47 secteurs de périphérie qui sont localisés, alors qui ne sont pas délimités par un zonage précis, mais qui sont quand même identifiés par des patates sur des cartes assez précises, alors bien plus précis que la carte schématique que vous voyez ici sur la slide. On a ensuite, pour ces 47 secteurs de périphérie, différencié 3 types de développement, justement dans cet objectif qu'on se dit, ils vont renouveler les zones existantes et on a peu besoin de nouvelles zones. On a donc défini les secteurs pour le renouvellement commercial. On dit c'est une zone préférentielle, mais le développement doit se faire simplement par renouvellement de ce qui existe. Donc dans l'enceinte, on va dire, du bâti qui existe, on va avoir des extensions limitées. On a ensuite des secteurs qu'on a appelés en densification. Là, on a dit on va, sans aller sur la terre agricole limitrophe, permettre que de nouvelles constructions se créent sur le périmètre, l'enveloppe de la zone existante. Et on a quelques zones qu'on a appelées en extension, où on accorde donc sur environ 13 hectares en 15 ans un développement qui va donc amener à artificialiser des zones agricoles ou naturelles. 15 hectares, 13 hectares en 15 ans, c'est très peu par rapport aux environ 1800 hectares que finalement on pense qu'il va falloir urbaniser dans les 15 ans pour l'habitat et pour l'économie. Donc on est sur une part assez petite.
Enfin, donc, ce document aussi définit des règles générales de qualité pour les secteurs d'implantation périphérique, pour les grands commerces, ce qui concerne l'accessibilité, la qualité architecturale, urbaine, évidemment environnementale, l'économie de l'espace. Et la même chose pour l'implantation du commerce dans les centralités. Et donc, après l'armature territoriale, l'armature commerciale, l'armature économique. Là aussi, un grand acquis du SCOT, c'est d'avoir fait une réflexion globale sur l'ensemble du territoire, sur comment structurer ce territoire par les zones économiques. On a défini donc une armature qui repose sur 3 typologies hiérarchisées de parcs économiques structurants, qui regroupent, on va dire, les principaux pôles qui existent, qui ont été donc hiérarchisés, identifiés, et on a identifié également, pour certains de ces zones-là, on va dire un fléchage préférentiel pour les activités soit industrielles, pour regrouper des activités de nuisance, ou des activités logistiques qui sont extrêmement consommatrices de foncier. Tout cela pour donner une visibilité, une vision partagée pour l'ensemble des acteurs du territoire sur comment on va le développement, et donc pour l'organiser, pour avoir donc une offre partout sur le territoire, mais aussi pour tenir compte des meilleurs sites et pour éviter ce que j'avais appelé en introduction les politiques des clochers, où finalement chacun va ouvrir des grandes zones et finalement brader le foncier pour attirer une entreprise. Donc là, une vision collective, partagée, importante. Il y a au-delà de ça des pôles qu'on a appelés spécifiques. Ici, on va parler du Futuroscope, du CHU, du Compass universitaire, des pôles marqués plutôt par les loisirs comme les cinémas, ou encore la base de loisirs de Saint-Cyr. Donc des pôles un peu spécifiques, d'ailleurs tous regroupés sur le territoire du Grand Poitiers. Le SCOT, il ne fait pas tout, et notamment, il ne définit pas ce qui sont les petites zones artisanales qu'on peut trouver dans toutes les communes, où finalement on a besoin pour implanter les petits artisans. Donc là, ici, il laisse le soin aux communes, dans les PMU, de faire le nécessaire. Donc, pour les sites, pour la mono-entreprise, il y a sur le territoire, bien sûr, des entreprises qui ont à un moment donné grandi, qui sont devenues des éléments structurants de l'économie du territoire, mais qui ne sont pas sur des zones qu'on veut développer en soi. Mais où, évidemment, le développement de cette entreprise, de ses sous-traitants directement liés, doit rester possible. Donc, ces éléments-là sont au PLU de définir plus finement. Alors, comment ça se présente? Le SCOT donc, identifie les zones. Vous avez vu la carte assez générale tout à l'heure. On a donc le classement en 3 types, un fléchage industriel et logistique, mais on n'a pas de zonage. Donc tout le zonage de ces zones-là, il revient au PLU dans le cadre des objectifs fonciers, on va en reparler tout à l'heure, qui ont été définis.